C'était un de ces soirs gris de banlieue parisienne qui vous collent à la peau comme un pull mouillé. Le genre où la bruine ne s'arrête jamais vraiment, elle stagne ou elle crachote du ciel et embue le pare-brise juste assez pour obliger à mettre les essuie-glaces, mais pas assez pour qu'ils servent à quelque chose. Je venais de terminer un pitch client du côté de Levallois. La réunion s'était mieux passée que prévu, et j'avais eu ce petit éclair de fierté dans la poitrine, comme si toutes les nuits blanches et les dîners sautés commençaient enfin à porter leurs fruits. J'avais desserré ma cravate en arrivant au rond-point près du parc de la Villette, déjà en train de penser à prendre une pizza et un pack de bière sur le chemin du retour. Ça devait être un trajet tranquille, direct jusqu'à la maison, peut-être une heure de calme avant que Camille rentre de sa réunion à la Défense. Elle m'avait envoyé un texto le matin ou une session stratégique imprévue avec les directeurs de son agence, un client arrivé de Genève ou je ne sais plus. Ça avait l'air important. Camille travaillait dans le marketing, comme moi, mais dans le haut de gamme, le rythme effréné. Elle gérait des marques nationales, des visios hebdomadaires avec Paris et Milan. C'était normal qu'elle ait des horaires décalés de temps en temps. Je n'étais pas méfiant. Pas à ce moment-là. J'allais tourner à gauche au feu près d'un square, un de ces passages discrets avec du bitume fissuré et des pavillons en meulière un peu en retrait quand quelque chose de brillant a attiré mon regard. Une BMW série 3 argentée, garée à moitié dans l'ombre sous un lampadaire, moteur coupé, immobile. Peut-être à cause de la façon dont elle luisait sous la lumière mouillée ou de l'angle des roues, comme si elle venait juste de s'arrêter. Mais ce qui m'a vraiment accroché, c'est la personne sur le siège passager. C'était Camille. Même à 30 mètres, je l'aurais reconnue n'importe où. Ses cheveux châtain clair, juste assez lâchés pour tomber sur l'épaule, cette posture familière à moitié penchée vers le conducteur, en train de rire. Vraiment rire. Je ne l'avais pas vu rire comme ça depuis des mois. J'ai ralenti. Mon estomac s'est noué. Je me suis rangé sur le côté, sans m'arrêter complètement, juste assez près pour mieux voir à travers la vitre embuée. L'homme au volant, je ne le connaissais pas. Fin de la trentaine, peut-être début de quarantaine. Épaules larges, cheveux courts noirs, barbe de 3 jours soignée. Chemise ajustée avec les manches retroussées, le style, je gagne bien ma vie mais je fais encore de la muscu le matin. Sa main était posée sur son épaule. Pas posée par hasard, pas un geste anodin. Elle restait là, naturellement. Comme si c'était sa place. Et Camille? Elle ne s'est pas écartée. Elle ne s'est pas raidie. Elle s'est même rapprochée. Ils avaient l'air d'un couple. Un vrai. Cette aisance entre eux ne trompait pas, ce n'était clairement pas la première fois. Je n'ai pas pilé. Je n'ai pas pu. Mes mains se sont crispées sur le volant tandis que je passais lentement, en essayant de ne pas faire crisser les pneus tellement je serrais fort. Ma gorge était sèche. Mon cœur cognait dans mes oreilles. Je me répétais que je n'avais pas vu ce que je croyais voir. Que c'était peut-être un client, qu'ils bossaient tard ensemble, qu'ils étaient juste très proches dans la discussion. Mais ce sourire sur son visage? Ce n'était pas professionnel. Ce n'était pas du travail. C'était le sourire qu'on offre quand on se sent libre avec quelqu'un. Et Camille ne s'était pas sentie libre avec moi depuis longtemps. J'ai fait les derniers kilomètres en silence. J'ai coupé la radio sans m'en rendre compte. Je n'ai même pas remarqué que le chauffage était à fond jusqu'à ce que je me gare dans l'allée et que je sente ma chemise collée dans le dos. Sa voiture n'était pas là. Évidemment. Elle était encore dans cette BMW, garée dans cette rue calme, en train de partager des rires avec un homme que je n'avais jamais rencontré. Dans la maison, tout paraissait normal. Son manteau toujours sur le porte-manteau. Une tasse à café dans l'évier. Notre chatte, Noisette, étendue sur le rebord de la fenêtre, la queue qui battait doucement. Je suis resté dans la cuisine, les mains posées sur le plan de travail, à écouter le goutte-à-goutte du robinet. Ma tête tournait. Depuis combien de temps ça durait? J'avais été aveugle? Ou juste idiot? Je ne suis pas retourné au square. Je n'ai pas foncé là-bas, je ne l'ai pas appelé, je ne lui ai pas écrit. J'ai juste attendu. Attendu de voir quel mensonge elle me servirait en rentrant. Parce que maintenant, je n'étais plus seulement un mari. J'étais un homme qui avait vu la vérité, oui, on ne peut pas effacer ce qu'on a vu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. J'étais allongé dans le lit, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de moi pendant que Camille ronflait doucement à côté, comme si le sol ne venait pas de s'ouvrir sous nos pieds. Je revoyais sans cesse la scène dans la BMW.
Son rire. Sa main à lui. La façon dont elle se penchait vers lui comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Vers 3 heures du matin, je me suis levé sans bruit, j'ai traversé le couloir et je me suis assis sur le canapé dans le noir. Je ne pleurais pas. Je ne criais pas. J'étais juste immobile. Comme si quelque chose en moi s'était arrêté et que je ne savais pas comment le remettre en route. Ce calme n'a pas duré. Vers 4h15, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message au seul en qui j'avais totalement confiance, Marc. T'es réveillé? Il a répondu en 30 secondes. Toujours. Qu'est-ce qui va pas? J'ai besoin d'un service. Demain. Je crois que Camille cache quelque chose. Il n'a pas demandé de détails, juste, je serai là. Marc et moi, ça remonte au lycée, option techno. C'est le genre de mec qui peut réparer ton joint de culasse, refaire ta terrasse et griller un magret mieux que n'importe quel bistrot le tout le même après-midi. Surtout, il est loyal. Le genre de loyal qui ne bronche pas quand tu lui demandes de filer ta femme à travers la moitié de l'Île-de-France. Le lendemain matin, j'ai embrassé Camille comme si de rien n'était. Elle m'a dit qu'elle avait encore une journée stratégique complète et qu'elle rentrerait tard. J'ai hoché la tête, lui ai dit de tout déchirer. À l'intérieur, j'avais les nerfs à vif. Marc est arrivé dans son break 10 minutes plus tard, un café à la main et un regard calme. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup expliquer. Il a juste dit, on y va. On s'est garé à 2 rues de son agence près de la porte Maillot, on a attendu que sa Peugeot blanche sorte. Elle n'a pas pris le périphérique ni la direction de la Défense. À la place, elle a slalomé dans les petites rues, puis elle a pris la 86 direction et loin de Paris, loin de son bureau. On l'a suivie à distance, en changeant de voie, en restant plusieurs voitures derrière. Marc gérait la filature comme s'il l'avait fait 100 fois. Putain, elle se cache même pas, il a marmonné. Environ 40 minutes plus tard, elle s'est arrêtée dans un petit motel en bord de route près de Melun. Un de ces vieux établissements de plain-pied, peinture défraîchie, porte qui donne directement sur le parking. Une enseigne au néon clignotait, chambre libre, en rouge et bleu. Le genre d'endroit où on ne pose pas de questions et où on parle doucement. On s'est garé de l'autre côté de la rue, derrière une haute qui bordait une station-service. On a regardé sa voiture rester immobile quelques minutes. Puis Camille est sortie. Seule. Elle a ajusté son manteau, a jeté un œil autour d'elle pas nerveuse, plutôt habituée. Ensuite elle est entrée dans l'accueil et a disparu. On y va, a demandé Marc. J'ai secoué la tête. Attends 1 minute. 10 minutes. Puis 15. Toujours personne d'autre. Juste Camille. Le parking restait désert. Elle était toujours à l'intérieur. Finalement, je n'ai plus tenu. J'ai dit à Marc, laisse le moteur tourner. Je reviens. J'ai traversé, poussé la porte vitrée de l'accueil. Ça sentait le café froid et le produit d'entretien. Un fauteuil en sky craquelé dans un coin, un distributeur qui ronronnait contre le mur. Un homme corpulent avec des lunettes épaisses a levé les yeux derrière le comptoir. Je peux vous aider, a-t-il demandé, la voix râpeuse. J'ai sorti mon portefeuille et posé un billet de 10 sur le comptoir. Je cherche une amie. Je crois qu'elle s'est enregistrée il y a quelques minutes. Camille Moreau. Il a regardé le billet, puis a tapé sur son clavier avec un doigt. Après un instant, il a hoché la tête. Oui. Chambre 12. Réservée pour 2 personnes. J'ai dégluti difficilement. Elle est seule, ai-je demandé. Il m'a regardé, puis le billet, et l'a repoussé vers moi. Ça, c'est pas mes affaires. Je n'ai pas insisté. J'ai hoché la tête, remercié, et je suis ressorti sous la bruine. Je ne suis pas allé à la chambre 12. Je ne voulais pas voir. Je savais déjà. De retour dans la voiture, Marc m'a regardé. Alors? Elle a pris une chambre. Pour 2. Il n'a rien dit. Il a juste tourné la clé et on est reparti. On a roulé en silence presque tout le trajet. J'ai fixé la buée sur la vitre qui glissait comme des larmes que je refusais de laisser couler. Ce soir-là, Camille est rentrée vers 20h30. Elle a enlevé ses escarpins, accroché son manteau, m'a fait une bise rapide sur la joue. Journée interminable, elle a dit en allant directement à la cuisine. Je crève la dalle.
Je fais des pâtes? J'ai hoché la tête. Dis oui. J'ai mangé à côté d'elle comme si c'était une soirée ordinaire. Mais ça ne l'était pas. Loin de là. Elle n'avait aucune idée que je savais. Mais moi, je savais. Et je n'allais plus faire semblant. Camille a dit qu'elle allait bruncher avec des collègues ce samedi-là. Je serais parti la plupart de la journée, elle a lancé par-dessus son épaule en fouillant dans son sac. Je l'observais depuis la cuisine, mug de café noir à la main, en faisant semblant de regarder quelque chose sur mon téléphone. D'accord, j'ai répondu d'une voix neutre. Amuse-toi bien. Elle est partie en coup de vent, en criant un truc sur les bouchons du périphérique alors que la porte claquait derrière elle. J'ai regardé par la fenêtre jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au coin. Puis j'ai attendu 5 minutes de plus, par sécurité. Je ne me sentais pas bien avec ce que j'allais faire. Mais en vérité, je ne ressentais plus grand-chose. Je ne voulais pas envahir son monde, je voulais juste comprendre ce qui était arrivé au mien. L'ordinateur portable était sur la table de la salle à manger. Le sien était plus récent que le mien, un modèle Griffin qu'elle utilisait pour le boulot et ses projets perso. Elle disait que c'était plus pratique que de jongler entre plusieurs appareils. Elle ne le protégeait jamais avant, elle n'en voyait pas l'utilité. Ça m'a tout dit, ou elle ne pensait pas une seconde que je regarderais un jour. Je me suis assis, je l'ai ouvert, j'ai attendu. Pas de mot de passe. Juste un bureau d'accueil avec des onglets ouverts, des post-it, des dossiers nommés, client T4, ou présentation strat. Le bazar habituel d'une cadre débordée. J'ai cliqué prudemment, ouvert des onglets, minimisé des fenêtres, sans rien déplacer que je ne pouvais remettre exactement comme avant. C'est dans son dossier téléchargement que j'ai trouvé la première piste. Un PDF nommé « Plan Escapade Mars ». Rien que le titre m'a retourné l'estomac. Je l'ai ouvert. C'était un programme complet. 3 nuits à Annecy. Hôtel de charme. Randonnée. Soins au spa. Dégustation de vin. Pour 2. Aucune mention de travail. Aucun signe que c'était professionnel. Ce n'était pas un déplacement, c'était une escapade amoureuse. Je me suis laissé aller contre le dossier, le cœur qui tambourinait fort. J'ai ouvert son application message. Mes doigts tremblaient un peu. Ça faisait l'effet de franchir une ligne, même si cette ligne avait déjà volé en éclats le jour où elle était entrée dans ce motel. Un fil était épinglé en haut. Juste un prénom, Lucas. Je l'ai ouvert. Ils étaient là. Des dizaines de messages. Des mois de discussion. Certains courts et tendres petits coucous, blagues de midi, plaintes amusantes sur le boulot. D'autres longs, sur les rêves, les projets d'avenir, la musique, la bouffe, les endroits où aller ensuite. Annecy n'était pas la première. Ni la plus importante. Ça avait été La Rochelle. J'ai creusé plus loin. Dans un dossier partagé de ces documents, il y avait un projet de bail. Un PDF scanné. Un appartement 2 pièces côté et de La Rochelle. Vue sur le port. Parquet. Signé par Camille Moreau et Lucas Garnier. La date remontait à 1 semaine. Je me suis reculé, les yeux rivés sur sa signature. C'est ample et assuré qu'elle faisait toujours. Le même que sur les cartes d'anniversaire et les chèques. Juste à côté, la sienne au carré, franche, comme s'il était fier de la poser près de la sienne. Elle ne le voyait pas seulement. Elle construisait une vie avec lui. Sans moi. Mes mains ont plané au-dessus du clavier une seconde, entre la rage et l'incrédulité. Elle préparait un déménagement dans une autre ville. Un autre chez elle. Et je n'avais même pas eu droit à une discussion. Elle fabriquait un avenir où je n'étais pas une note de bas de page. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un effacement. J'ai ouvert la file d'impression et j'ai sélectionné « Enregistrer en PDF ». J'ai copié les messages. Sauvegarder le bail. Le programme de voyage. Tous les fichiers avec le nom de Lucas. J'ai créé un dossier sur une clé USB que je n'avais pas utilisée depuis des mois, je l'ai nommé simplement « Justificatif ». Chaque photo de souriant près d'une cascade, chaque texto où elle l'appelait « Mon refuge dans le chaos », chaque liste de meubles qu'ils avaient regardés ensemble, j'ai tout pris. Pas pour le montrer. Pas encore. Mais pour savoir. Pour tout voir au grand jour. Pour que ça devienne réel,
parce qu'une partie de moi refusait encore d'y croire. J'ai fini vite. Vérifié 2 fois. Remis l'écran exactement comme je l'avais trouvé. Puis j'ai fermé l'ordinateur doucement et glissé la clé dans ma poche. Quand Camille est rentrée cet après-midi-là, elle m'a apporté un muffin de la boulangerie. Myrtille, mon préféré. Elle a dit qu'il n'avait plus de chocolat. Je l'ai remercié, j'en ai pris une bouchée, j'ai hoché la tête. On s'est assis sur le canapé, elle m'a raconté les histoires de bureau, quelqu'un qui était arrivé en retard au brunch et s'était fait fusiller du regard par toute la table. Elle a ri, levé les yeux au ciel, comme avant. Sa main a trouvé la mienne et l'a serrée. Et moi, je pensais à La Rochelle. À Lucas. À la place minuscule que j'occupais dans le monde qu'elle était en train de construire. Cette nuit-là, pendant qu'elle se brossait les dents en fredonnant un air qu'elle avait sans doute partagé avec lui, je suis resté au lit, les yeux au plafond, la clé USB serrée dans ma main. J'avais la vérité maintenant. En noir sur blanc. Je savais tout. Et savoir était pire que tout ce que j'avais imaginé. J'ai fixé le prénom de Lucas longtemps avant de taper quoi que ce soit. Son numéro était dans un de ses messages enfouis dans une conversation où ils organisaient un week-end, en rigolant sur combien c'était facile de faire les choses en douce. C'est elle qui l'avait écrit. Faire les choses en douce. Comme si j'étais l'obstacle à contourner. Je n'ai rien dit à Marc sur ce message. Pas encore. Cette partie était à moi. J'ai gardé ça simple. Une seule phrase. Je sais pour Camille. Il faut qu'on parle. Il a répondu 20 minutes plus tard. C'est qui? Tu sais très bien. Il y a eu une pause assez longue pour que mon cœur s'emballe. Puis, ok. Où? On a choisi un resto routier près de Fontainebleau, à mi-chemin. Terrain neutre. Endroit public. Je lui ai dit dimanche, 15h. Je suis arrivé à 14h30. J'ai commandé un café, je me suis mis dans un box près de la vitre. J'ai regardé chaque voiture qui entrait. J'essayais de calmer l'adrénaline, mais c'était comme vouloir maintenir le couvercle d'une cocotte minute. L'endroit était calme. Des habitués surtout. Un couple de retraités qui mangeait une tarte au comptoir. Un ado en sweat qui scrollait sur son téléphone. La serveuse m'a resservi 3 fois. Je n'ai presque rien bu. À 15h04, la porte s'est ouverte. Et il était là. Je l'ai reconnu tout de suite. Le conducteur de la BMW. Même veste, même démarche. Sûr de lui. Trop sûr. Comme si rien dans sa vie n'avait vraiment mal tourné. Il m'a repéré immédiatement. Ses yeux se sont plissés légèrement en s'approchant, comme s'il savait ce que c'était, mais pas que ça allait faire mal. Il s'est assis en face de moi. C'est là que je l'ai frappé. Je ne me souviens même pas d'y avoir pensé. Mon poing est parti tout seul. Il a claqué sur sa mâchoire. Le bruit a résonné dans le resto comme un coup de feu. Il a suffoqué, reculé, renversant le sucrier. Une cuillère a tinté par terre. Et, a crié quelqu'un. Mais je n'avais pas fini. Je me suis levé, j'ai poussé la table, attrapé sa chemise et balancé un deuxième coup dans le ventre. Il a sifflé, plié en deux, essayé de parer. J'entendais les gens hurler. Quelqu'un devait appeler les flics. Rien ne m'atteignait. Puis des bras m'ont entouré, la voix de Marc dans mon oreille. Stop, mec. Viens. Je ne savais même pas que Marc m'avait suivi. Il avait dû se douter que je ferais une connerie. Il avait raison. Lucas était recroquevillé contre la banquette, main sur la bouche, du sang entre les doigts. Ses yeux étaient grands ouverts, perdus, effrayés. T'étais pas au courant qu'elle était mariée, ai-je craché, la respiration hachée. Elle m'a dit, il a toussé, essuyé son visage, elle m'a dit que t'étais son ex. Que t'étais encore dans la maison à cause du bail, que c'était compliqué. Compliqué, ai-je aboyé. Elle dormait dans mon lit et préparait son avenir avec toi. Il n'a rien répondu. Je me suis penché, voix basse et nette. Dégage de sa vie. Tu disparais, aujourd'hui. Sinon je te jure que je ruine ce qu'il te reste. T'as compris? Il a hoché la tête. Lentement. Ouais. Ok. J'étais pas au courant, mec. C'est fini. Je le jure.
Marc m'a tiré en arrière, plus calme maintenant. J'ai jeté un œil autour où les gens nous fixaient, bouche bée. La serveuse au téléphone, le regard qui passait de moi à la porte. On est parti vite. Dans la voiture, Marc n'a rien dit pendant longtemps. Il conduisait, fenêtres ouvertes, l'air froid qui rentrait sans réussir à me calmer. Au bout d'un moment, il a parlé. Ça va mieux? Non. Mais je ne regrettais rien non plus. Le lendemain, Lucas m'a envoyé un texto. Il disait qu'il était hors jeu. Qu'il avait bloqué son numéro. Que quoi qu'il se passe, il ne voulait plus y être mêlé. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, assis sur la terrasse, le ciel chargé de nuages, je repensais à tout ce qui s'était passé en une semaine. Du moment de la BMW à ça. Ce n'était plus seulement une question de trahison. C'était une question de dignité. De poser une limite. Et je venais de poser la mienne. Ce que je voulais, c'était agir. Et j'avais tout ce qu'il fallait pour ça. Cette clé USB que j'avais glissée dans ma veste une semaine plus tôt, ce n'était plus seulement une assurance, c'était une arme. Les textos entre elle et Lucas, le voyage à Annecy, le projet de bail à La Rochelle. Tout y était. Mais je n'avais pas fini de rassembler. J'ai vérifié notre compte Amazon commun, où j'ai trouvé des achats bizarres, une balance à bagages portable, une nouvelle valise, une trousse de toilette de voyage qu'elle ne m'avait jamais mentionnée. Tout acheté récemment. Tout pointait dans la même direction. Elle se préparait à partir. J'ai regardé notre compte carte bleue commune. J'ai trouvé un débit pour un motel près de Melun. Pas celui d'Annapolis ou une autre nuit, un autre endroit. Mais à son nom. La date correspondait à un après-midi où elle prétendait être en réunion stratégique. Le tableau était complet. Plus de suppositions. Plus de doutes. Et puis est arrivée la chose à laquelle je ne m'attendais pas. Lucas m'a écrit. Je n'avais plus parlé à lui depuis le resto. J'avais laissé les choses comme ça, une mâchoire cassée, une illusion brisée. Mais ce soir-là, son nom s'est affiché sur mon téléphone. Je t'ai envoyé un truc, disait le message. Regarde tes mails. J'ai ouvert le lien. C'était un court enregistrement audio en moins d'une minute. Il avait dû le faire avec son téléphone, peut-être comme assurance au cas où ça tournerait mal entre eux. J'ai lancé la lecture. C'était la voix de Camille. Claire et nette. J'ai juste besoin de quelques semaines de plus. Je largue mon mari bientôt. Il ne se doute de rien. Il m'embrasse encore le soir comme si tout allait bien. Mon estomac s'est retourné. Je ne savais pas ce qui me rendait le plus malade, qu'elle l'ait dit, ou qu'elle ait eu raison. J'ai sauvegardé le fichier. Je l'ai dupliqué. J'en ai fait 3 copies et j'en ai nommé une, définitive. Ensuite j'ai préparé le coup. Camille et Lucas travaillaient dans la même boîte. Gros cabinet de conseil en stratégie, avec une culture d'entreprise stricte et des règles très claires sur les relations, surtout si les deux personnes bossaient sur les mêmes clients. Et d'après les échanges que j'avais, ils avaient été sur au moins 3 projets ensemble, avec des déplacements pour des présentations, des pitchs en binôme. J'ai recoupé son agenda avec les présentations sauvegardées sur son ordinateur. Trouvé des fichiers où leurs 2 noms apparaissaient dans les métadonnées. Des comptes rendus de réunions où ils étaient tous les 2 chefs de projet. J'ai compilé tout ou des dizaines de mails, captures de messages, chevauchements d'itinéraires. J'ai mis en évidence la règle du règlement intérieur de la boîte, aucune relation amoureuse entre collaborateurs affectés au même compte client. Elle l'avait violée dans tous les sens. J'ai ajouté les preuves perso. Les reçus de motel. L'enregistrement vocal. La photo que j'avais prise de la BMW de Lucas devant cet immeuble près de Melun. Tout formait un tableau parfait. Elle n'avait pas seulement trahi notre couple. Elle avait enfreint des règles qui comptaient dans le seul endroit où les conséquences pesaient encore. J'ai créé une nouvelle adresse mail au banal, intraçable. J'ai rédigé un message court, formel, détaché. Acquis de droit. 6 juin, les preuves d'une relation amoureuse durable entre 2 membres de vos équipes clients, Camille Moreau et Lucas Garnier. Cette relation contrevient à la politique de l'entreprise sur la conduite des collaborateurs sur les mêmes comptes, code 3. 7.2. Tous les documents justificatifs sont joints. Il ne s'agit pas d'une volonté de nuire, mais d'une révélation de manquements graves d'ordre éthique et contractuel. Puis j'ai joint le dossier. Tous les fichiers. Tous les reçus. Même l'enregistrement.
J'ai attendu dimanche soir quand les RH préparent probablement le bazar du lundi et j'ai cliqué sur envoyer. C'était fait. Je me suis couché ce soir-là avec une sensation froide et tranchante qui s'installait dans ma poitrine. Pas de victoire. Pas de soulagement. Juste cette douleur sourde de l'inévitable, comme si j'avais poussé un rocher du haut d'une falaise et que je ne pouvais plus arrêter ce qui suivrait. Le lundi matin, Camille s'est habillée pour le boulot comme d'habitude. Chemisier élégant, maquillage parfait, chignon impeccable pour les présentations. Grosse journée, ai-je demandé d'un ton léger. Rien de spécial, elle a répondu en m'embrassant sur la joue. Juste des suivis. J'ai hoché la tête et je l'ai regardé sortir. Et puis j'ai attendu. À midi, j'ai eu ma réponse. Par Marc, qui avait encore un pote au RH de son agence, un certain Philippe, connu depuis le lycée. Marc m'a écrit, ça bouge vite. Ils ont sorti les logs internes. Réunion en cours. Je me tenais devant l'évier, en train de rincer une tasse, et je fixais l'endroit au mur où Camille avait accroché cette affiche des Alpes, celle qu'elle disait qui la calmait. Je ne l'avais jamais aimée. Mais maintenant, ça n'avait plus d'importance. Parce que la montagne s'effondrait. Et c'était moi qui avais poussé la première pierre. Le mardi est arrivé lentement et gris comme si le ciel savait que la journée comptait. J'étais à mon bureau quand Camille est entrée en demandant s'il restait du lait. Sa voix sautait comme un disque rayé. Mon estomac s'est noué. Je me suis levé, je l'ai vue dans le couloir, son manteau serré contre elle. Elle a claqué la porte derrière elle. Fort. Le bruit a résonné dans toute la maison. T'es au courant, elle a dit, la voix tremblante. Ils m'ont viré. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de voir sa vie s'écrouler. Les épaules tombantes. Les yeux écarquillés, comme si elle n'arrivait pas à sortir les mots. Ils ont dit que quelqu'un leur avait tout envoyé. Les photos. Les mails. Même la réservation du motel. Elle avait l'air perdue, blessée, apeurée comme une gamine qui perd à cache-cache après avoir cru qu'elle avait gagné. Je suis resté immobile. Je n'ai rien répondu. Je l'ai laissé trembler. Son regard a trouvé le mien. Entre panique et incrédulité. Et Lucas aussi, elle a murmuré. Plus bas. Il s'est fait virer ce matin. Sa confession flottait dans l'air. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Du soulagement. De la justice. Un petit sourire a voulu sortir, mais je l'ai ravalé. Je ne pouvais pas le lui montrer. Ils avaient tous les deux perdu leur boulot. 0 avertissement. Pas d'indemnité. Violation de la charte en noir sur blanc. On connaissait tous les règles. Mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Elle m'a fixé comme si j'étais un inconnu. Comment tu savais, elle a répété. Voix toute petite maintenant. Je me suis approché du plan de travail, notre plan de travail, et j'ai ouvert un tiroir. J'ai sorti le reçu du motel que j'avais gardé. Je le lui ai tendu, face visible. Le logo du motel en haut, son nom imprimé et horodaté, chambre pour 2, route Melun Paris, 6 mars, 17h12. Réservé avec ton mail perso, j'ai dit. Voix calme. Maîtrisée. Erreur de débutante. Son visage s'est effondré. Elle s'est détournée, mordant sa lèvre. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas défendu. Elle s'est juste écroulée. J'ai montré la porte de la chambre du doigt. Fais tes valises, j'ai dit platement. Tu pars ce soir. Elle a cligné des yeux. Longtemps. Puis elle a hoché la tête. Sans un mot. Elle a bougé lentement, comme si chaque geste lui faisait mal. Elle est entrée dans la chambre sans bruit sauf la fermeture éclair de sa valise. Je me suis adossé au plan de travail, bras croisés. Je l'ai regardé trier vêtements et chaussures, pièce par pièce. De temps en temps elle s'arrêtait, se retournait et je n'ai pas scié. Quand elle est enfin ressortie, sa valise était pleine. Elle la tenait par la poignée, comme une bouée. Son manteau sur le bras. On s'est retrouvés dans la cuisine. Je l'ai regardé. On sentait l'espace entre nous. Plus grand que la pièce. Ses yeux ont croisé les miens. Je suis désolé, elle a dit, voix rauque et minuscule. J'ai jamais voulu. Mais elle s'est arrêtée. Les mots perdaient leur poids à mi-chemin. Je ne voulais pas les entendre. Je voulais juste qu'elle parte.
J'ai reculé d'un pas et hoché la tête vers la porte. Elle a pris une grande inspiration, soulevé sa valise et, dans un geste lent, elle est sortie sur le perron. Je n'ai pas tenu la porte. Je n'ai pas dit au revoir. Ses pas sur les graviers ont résonné dans la lumière douce. Noisette a filé dehors pour se frotter à ses chevilles, en miaulant comme un au revoir d'enfant. Camille l'a prise dans ses bras, l'a serrée fort, puis l'a reposée et a fermé la porte. Elle n'a plus dit un mot. La maison s'est figée. Vide. Froide. Je suis resté là un moment, le néon au-dessus du plan de travail qui bourdonnait et m'empêchait de réfléchir. Puis j'ai entendu le moteur démarrer dehors. Un dernier bruit de vie qui s'en va. Je n'ai pas pleuré. Pas sur le moment. Pas avant plus tard, quand j'ai retrouvé le reçu du motel glissé dans une casserole. Quand j'ai vu sa brosse à dents encore dans le verre. Quand Noisette est entrée dans la chambre vide et a sauté sur le lit. Ce soir-là, la maison semblait trop grande. Trop silencieuse. Je me suis fait à manger une escalope de poulet, du brocoli vapeur, sans sel ni poivre. J'ai mangé debout au plan de travail. Je n'ai pas allumé la télé. Pas mis de musique. Le silence suffisait. Je suis passé devant la chambre. Le lit était fait, intact. Les vêtements partis. Juste l'odeur qui restait comme un souvenir qui attend la lumière. J'ai touché l'oreiller, senti le vide, et j'ai laissé les larmes venir. Pas des sanglots. Juste de longues larmes silencieuses qui coulaient sur mes joues. Parce qu'elle était partie. Et une partie de moi était partie avec elle. Mais c'était l'espace qu'elle avait libéré. Et maintenant, il fallait que j'apprenne à le remplir à nouveau. J'ai lancé la procédure de divorce la semaine où elle est partie. J'avais l'impression que les murs se refermaient, mais il me fallait quelque chose de concret à quoi me raccrocher. J'ai appelé un avocat recommandé par un pote et pris rendez-vous dès le lundi matin. La salle d'attente sentait la moquette ancienne et le café froid. Des livres de poche cornés traînaient sur la table. J'avais en main une copie de notre livret de famille, le coin froissé à force de l'avoir serré tout le week-end. Mon avocat, un type aux cheveux gris nommé Philippe Garnier, m'a regardé une seconde et m'a demandé si j'étais venu seul. J'ai hoché la tête, me surprenant moi-même. Je m'étais préparé à une guerre d'accusations, cris, appels nocturnes mais elle n'est jamais venue. J'étais là pour signer les papiers. Elle n'a rien contesté. Pas une seule objection. Peut-être la culpabilité. Peut-être qu'elle avait vraiment disparu. Le jeudi suivant, on avait un accord. J'ai gardé la maison où l'avocat a dit que la valeur moins le prêt était équitable. J'ai pris la voiture, les sièges en cuir avaient mes traces de café sur la console, et je m'étais attaché à l'impact de ce jour où j'avais mal garé. J'ai gardé la plupart des avoirs communs, le livret A, les pairs, notre compte-titre. J'ai renoncé à ses parts, elle n'a rien réclamé des miennes. Je suis resté avec ce dont j'avais besoin et rien de plus. Elle s'est installée chez sa sœur à Clermont-Ferrand apparemment pour repartir de zéro. Je l'ai appris par un ami commun qui m'a écrit une semaine plus tard. Camille avait fait un choix que je n'attendais pas. Elle est restée partie. J'ai bloqué son numéro après qu'elle m'ait envoyé un message du genre « Salut, je suis vraiment désolé pour tout ». Je n'ai pas répondu. Je ne voulais plus qu'elle me contacte. L'audience finale a eu lieu un mardi matin. Salle 3B. J'avais mis une veste bleu marine sur une chemise bleue rasée de près, cheveux coiffés. Ils ont appelé mon nom. Je me suis avancé. Le juge avait l'air fatigué, la cinquantaine, lunettes au bout du nez. Il a demandé si l'un de nous contestait le divorce. J'ai secoué la tête. Il a regardé ses papiers, redemandé. Pas de contestation. Il a demandé si la convention était signée. J'ai tendu la pile de feuilles. Il les a feuilletées rapidement, a griffonné, puis a tamponné la dernière page. C'est fait, il a dit, doucement et mécaniquement. Vous êtes officiellement divorcés. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Un poids qui s'envolait. Ce n'était pas comme dans les films, pas de musique, pas de larmes, pas de marche triomphale dans les escaliers du palais. C'était plus discret. Presque invisible. Mais c'était là. Le greffier m'a donné des copies du jugement. Je les ai pliées soigneusement, glissées dans ma serviette. Je suis sorti dans le couloir et j'ai laissé l'air me frapper. Il faisait doux et un peu lourd, comme un matin doux. Ça semblait normal. Ça semblait libre. De retour chez moi,
j'ai roulé en ville sans but. Juste la route ouverte. J'ai mis la radio à une station de vieux rock français et baissé les vitres. Le vent me frappait le visage par rafales. Je me suis arrêté dans un café où je n'étais pas allé depuis le début de notre histoire et j'ai pris un crème. Je me suis mis à une petite table dans le coin et j'ai tripoté mon téléphone. Aucun message d'elle. Rien. Je suis retourné à la voiture et je me suis arrêté près du capot. J'ai passé la main sur la peinture. À moi maintenant. À moi pour de bon. La plaque changerait bientôt. Je n'aurai plus à partager l'essence, les PV ou les souvenirs dans la boîte à gants. Ce soir-là, je me suis fait à dîner au poulet grillé, patates douces rôties, une salade avec la sauce à part. J'ai mangé dans le salon. Pas de reste pour deux. Juste moi, et un calme qui s'installait sur la chaise vide en face. Avant de me coucher, j'ai décroché une vieille photo où elles étaient encore toutes là. J'ai pris le cadre, je l'ai mis dans la boîte avec les autres qu'on aimait. Celle où on souriait au belvédère du Sancy. Maintenant c'était juste une image, plus un souvenir à justifier. Je me suis glissé dans le lit. Un lit d'appoint en réalité notre lit, sans elle. Je n'ai pas embrassé d'au revoir. Je ne me suis pas relancé dans la solitude. J'ai fermé les yeux et, pour la première fois depuis des mois, je n'ai senti que, de l'espace. Un grand espace ouvert. J'étais libre. Et je ne me sentais pas détruit. Je ne me sentais pas cassé. Juste, moi. Ça faisait un mois calme depuis le divorce. Je m'habituais à vivre seul, à faire les courses pour une personne, à me coucher sans le poids d'un autre t-shirt sur l'oreiller. J'avais repris des heures plus longues au boulot, je me concentrais sur de nouveaux clients pour remplir le silence avec de l'action. Ça aidait la plupart du temps. Puis un jeudi après-midi, mon téléphone a vibré avec un message de Lucas. Son nom est apparu et j'ai failli ne pas ouvrir. Mais je l'ai fait. Tu devrais savoir où elle était enceinte, disait le texto. Court et direct. J'ai fixé les mots un long moment, comme un coup dans la poitrine. Il y avait une pièce jointe. J'ai cliqué. C'était une photo d'un formulaire d'hôpital. Document simple, stérile, encre noire. Nom de Camille, adresse à Clermont-Ferrand. Date, 14 mai. Dans état civil, il était marqué « divorcé ». Mais ce qui m'a glacé, c'est le champ « personne à contacter en cas d'urgence ». Il y avait écrit « Michael Harris époux au Paris » et mon numéro de téléphone. Mon sang s'est figé. Elle n'avait pas changé ça. Ni le contact, ni son statut. Comme si elle n'avait pas prévu d'en avoir besoin. Ou comme si elle voulait que ça reste ainsi. Je me suis assis sur le canapé, la poitrine serrée, la respiration courte. Le bébé aurait pu être de moi. J'ai fait défiler le reste du formulaire. Il indiquait qu'elle avait fait une fausse couche le 15 mai. Des codes pour la perte, une échographie, des notes de l'infirmière. Le genre de papier qu'on remplit quand quelque chose de terrible arrive et qu'il faut bien signer quelque part. Je me suis laissé aller contre les coussins, mâchoire crispée. Un week-end. Le week-end juste avant que tout s'effondre. Je m'en souvenais, elle, souriante en face de moi à table lors d'un séminaire d'entreprise. On avait bu du vin ce soir-là. On avait dansé dans le bar de l'hôtel. Elle avait été chaude contre moi quand on avait discuté dans le couloir. J'avais pensé, peut-être, juste peut-être, qu'on pourrait réparer. Qu'on allait y arriver. Le bébé aurait pu être de moi. Mais je ne le saurais jamais. J'ai répondu à Lucas, merci de me l'avoir dit. Il a répondu, tu méritais de savoir. Ça est resté suspendu dans le silence après. Je n'ai pas appelé Camille. Je n'ai pas repris contact. J'ai regardé encore et encore le formulaire. Sans test ADN, sans rapport d'hôpital ou quelqu'un qui l'aurait vu dans ce lit fragile, ce n'est qu'une question sans réponse. J'ai posé le téléphone et je suis allé à la cuisine. Je me suis servi un verre d'eau, je l'ai bu lentement. J'ai senti le froid descendre dans ma gorge et réchauffer ma poitrine. Plus tard ce soir-là, je me suis assis sur la terrasse avec une couverture sur les genoux. Les lumières de la région parisienne scintillaient au loin. L'air sentait le début d'été aux herbes, essence légère, fleurs coupées d'un jardin voisin. Noisette est sortie et s'est roulée en boule sur mes genoux. Je l'ai serrée contre moi, en pensant que la vie se fiche de nos projets et de nos morceaux cassés. Elle arrive, c'est tout. Une vérité enfouie sous tous les mensonges.
Peut-être que j'aurais pu être père. Peut-être que je l'avais été, juste un instant. Et puis, plus rien. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Je me suis réveillé plusieurs fois, cœur battant, paume froide. J'ai pensé à appeler quelqu'un. Un ami. Un psy. Peut-être quelqu'un qui sait vivre avec des questions qui n'auront jamais de réponse. Mais le matin est arrivé. Avec lui, la lumière. J'ai enfilé un t-shirt, fait du café. Je l'ai bu noir. J'ai regardé la vapeur monter dans le soleil du matin et j'ai pensé à ce que voulait dire être libre. Pas le genre de liberté qui vient des papiers et des tampons et des maisons vides. Le genre qui vient quand on reste debout dans le silence après qu'un truc inattendu et terrible arrive et qu'on choisit quand même de continuer. Ce jour-là, j'ai ouvert les fenêtres, nettoyé le salon. J'ai pris les vieilles photos de nous à Annecy, d'elle, de ce belvédère qu'on aimait tous les deux. Cette fois je les ai mises dans une boîte. Pas en colère. Juste terminé. J'ai scotché le carton avec un sentiment de paix. Quelque part entre la boîte et la brise, j'ai compris, la vie peut te balancer un virage que tu n'as jamais vu venir. Elle peut t'arracher le sol, te laisser planter au milieu d'un champ de questions. Mais tu peux poser tes pieds. Tu peux respirer. Tu peux continuer à marcher. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Un pas. Puis le suivant. Partagez votre avis dans les commentaires, était-ce une bonne décision de se rencontrer en personne, ou était-ce trop risqué? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.